Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Le VIH-Sida fait des ravages depuis des années à travers le monde. Pour éradiquer ce mal, l'ONU-Sida s'est fixé des objectifs à atteindre d'ici 2030. Où en est le Bénin? Qu'est-ce qui reste à faire? Les précisions à suivre. Le dialogue parents-enfants est l'option à privilégier pour une lutte efficace contre les grossesses en milieu scolaire. C'est nous, Carlos Ouanou, consultant en communication et santé communautaire, nous en parle. Communément appelés bonhommes de la circulation, ils sont chargés d'aider les apprenants à traverser la voie. Un métier à découvrir dans cette édition. Merci de votre fidélité. Le VIH-Sida fait des ravages depuis des années à travers le monde. Pour éradiquer ce mal, l'ONU-Sida s'est fixé des objectifs à atteindre d'ici 2030. Parmi ces objectifs figure la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida par des soins de qualité et la mise à disposition de tous des tests de contrôle de séropositivité. Où en est le Bénin et qu'est-ce qui reste à faire? Maria-Joëlle Attalé et Uvaus Balogun nous en parlent. Depuis quelques années, le Bénin est classé parmi les pays à épidémie généralisée de faible prévalence. Selon l'enquête de démographie de la santé de 2006, la prévalence du VIH s'est stabilisée autour de 1,2% au sein de la population. Mettre fin au sida suppose donc que 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, que 95% d'entre elles soient mises sous traitement et que 95% de ces personnes sous traitement aient une charge virale supprimée. Aujourd'hui, maintenant, on est à 85, 98, 73. Ça veut dire que le deuxième 95 au niveau du Bénin est atteint. Donc au niveau de notre pays aujourd'hui, le problème de disponibilité des ARV ne se pose pas. Notre premier problème, c'est faire en sorte de pouvoir retrouver les 95% des PV-VIH qu'il y a et pouvoir les dépister, leur communiquer leur statut et faire en sorte que quand on va les mettre sous ARV, que le traitement soit efficace, que ça les protège au moins à 95%. Et pour y arriver, le Bénin ne cesse d'implémenter différentes politiques et stratégies. On estime d'ailleurs à 2,5 milliards de francs CFA l'apport annuel du Bénin dans la riposte contre cette pandémie. Aujourd'hui, nous disposons des autotests. Donc vous ne serez même plus obligé d'aller dans une formation sanitaire en fait de créer une stigmatisation. On vous donne l'autotest, vous vous enfermez vous-même, vous le faites. Et dès que c'est réactif, vous allez maintenant chercher à avoir les services de santé pour bénéficier de traitement. Le challenge maintenant est de pouvoir atteindre les 3 x 95 qui est l'objectif fixé par l'ONU-Sida à l'horizon 2030, ce qui appelle à relever certains défis. Le premier défi, c'est de pouvoir dépister ces personnes qui s'ignorent. Deuxième défi, c'est de pouvoir mobiliser et garantir ce que l'État a promis en matière de contrepartie par rapport au financement du Fonds mondial. Et le troisième défi, c'est de faire en sorte que tous ces malades-là qui sont sous ARV aient une charge virale indétectable. Parce que c'est à ce seul prix qu'on va pouvoir arrêter la chaîne de transmission. Parce qu'il a été démontré. Quelqu'un qui est sous ARV, qui prend correctement ses médicaments et qui a une charge virale supprimée, le risque de transmission de l'infection à une autre personne est pratiquement nul. Mettre fin, une fois pour toutes, à la propagation de ce virus mortel implique alors d'assurer la continuité du traitement en vue de la suppression de la charge virale et de fournir des services de prévention du VIH ainsi que des interventions contre la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des catégories de personnes appelées population clé. C'est un phénomène à la peau dure qui ralentit la croissance économique au Bénin avec un faible taux de scolarisation des filles. Comment faire alors pour prévenir les grossesses en milieu scolaire et stopper la saignée de la déscolarisation des filles? C'est nous, Carlos Ouanou, consultant en communication et santé communautaire, conseille la communication parents-enfants comme remède au mal. Il se prononce dans cet extrait. Quand on parle de grossesse, c'est déjà le manque d'information parce que lorsque la fille n'a pas l'information de qualité en matière de sexualité, lorsqu'elle ne sait pas ce qu'elle peut faire pour éviter des grossesses, elle va sans doute contracter une grossesse. La responsabilité parentale est très engagée.
très engagé en ce sens où quand on parle de l'enfant, l'éducation de l'enfant n'est pas qu'à l'école, l'éducation de l'enfant commence par la maison. Peu de parents aujourd'hui parlent de la sexualité avec les enfants. Il y a des parents qui pensent nécessairement que notre enfant n'a pas encore l'âge, notre enfant n'est pas encore à l'étape où il faut lui parler de la sexualité. En fait, c'est faux parce que déjà à partir de tout petit âge, à partir du tout bas âge, on peut déjà commencer à parler de la sexualité avec les enfants. Ça, quand on voit ça avec les spécialistes en communication pour la sexualité, ils peuvent vous aider en fait à trouver le message adapté à chaque âge de l'enfant, à chaque niveau de développement de l'enfant, et c'est ça qui va amener alors l'enfant à comprendre son corps, parce que lorsque la fille ne comprend pas son corps, pourquoi elle développe des caractères sexuels secondaires? Lorsque la fille ne comprend pas les changements physiques et les changements physiologiques de son corps, ça peut l'amener à se poser beaucoup de questions et l'amener à commettre des erreurs qu'elle ne devait pas commettre. Vous savez, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui ont des menstrues et les parents ne savent pas. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui vont à l'activité sexuelle que les parents ne savent pas. Et lorsque vous ne donnez pas l'information et la bonne à votre enfant, il va le chercher au dehors et ce n'est nécessairement pas la bonne information qu'il reçoit. Quand on parle de la prévention, il faut la bonne information. Et aujourd'hui, les jeunes sont exposés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a les smartphones, il y a beaucoup de sites internet qui montrent n'importe quoi et à n'importe quel moment. Nous avons les telenovelas qui sont là aujourd'hui. Il faut installer un contrôle parental qui vous permet de filtrer l'information. C'est de la grande responsabilité des parents et il faut amener l'adolescent, il faut amener l'enfant à comprendre qu'est-ce qui est important pour lui. À telle étape de changement, qu'est-ce qui est important pour lui. L'enfant doit prendre conscience des faits, devait amener l'enfant à retrouver son intérêt dans ce que vous êtes en train de lui dire. Parlons à présent des facilitateurs de la circulation. De nombreux établissements leur font recours afin d'assurer la sécurité des voies. Communément appelés bonhommes de la circulation, ils assurent ainsi la sécurité routière des élèves. Mais les bonhommes n'ont pas la tâche facile. Les précisions avec Alessandra Diotan. Encore appelés facilitateurs de la route, les bonhommes de la circulation aident les enfants et leurs accompagnateurs à traverser la voie aux heures d'entrée et de sortie d'école. Pour ce fondateur d'école privée sur place ici à Cotonou, ces bonhommes de la circulation sont d'une grande importance. L'école est située à côté d'une grande voie. D'abord une double voie. Certains de nos enfants sont de l'autre côté de la voie et ils doivent venir à l'école. Ils doivent traverser la double voie. Et seuls ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi nous avons engagé ces passeurs-là pour éviter que les motos, cyclistes et les véhicules viennent cogner les enfants. Le bonhomme de la circulation facilite la traversée et aide à éviter les accidents de la route. La tâche n'est pas toujours aisée, témoigne le titulaire du poste. Ainsi, je suis frère, je montre le drapeau là, il y a certains qui ne veulent pas s'arrêter. Maintenant, tu vas en train de faire la main. Bon, certains se dépassent toi. Et si tu n'es pas intelligente là, il y a certains qui vont se coller. Tout comme Nicolas, ils sont nombreux dans les villes du Bénin à se positionner aux abords des voies aux heures de grande traversée avec pour but d'aider les apprenants. Existe-t-il un profil idéal? Ces personnes ont-elles suivi une formation à cette fin? La réponse est non pour certains. N'empêche, leur travail est vivement apprécié des populations. Ça sur la sécurité de l'enfant et au moins les parents auront la paix du cœur. C'est un grand travail que ceux-là font. Le matin déjà à 7h30, ils sont là. Déjà à 10h, ils sont aussi là. Et à midi, ils sont là. À 15h, ils sont toujours là. Et à 17h, ils sont là. C'est des gens vraiment appréciés et à remercier vraiment. Avec l'allure des véhicules, s'il n'y a pas quelqu'un là, il y aura beaucoup d'accidents. Surtout les Émidiamans n'aiment pas qu'on les arrête et les enfants traversent la voie. Vous voyez, eux, comme ils sont déjà comme ça, on les connaît. Les Émidiamans, on les connaît. Souvent, quand on arrive à ce niveau-là, c'est vrai qu'ils soulèvent le drapeau rouge là, mais compte tenu du temps, il y a certains hommes qui sont naturellement pressés. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons respecter la vie humaine vraiment. Elle est à respecter vraiment, elle est sacrée.
La vie humaine est sacrée et cette réflexion affichée au dos de cette tenue a de quoi susciter l'adhésion des usagers de la route au travail du bonhomme de la circulation. Hors du Bénin, au Sénégal, 22 nouvelles mesures sont entrées en vigueur suite à la terrible collision de bus qui a fait plus de 40 morts. La circulation de nuit des bus est désormais interdite entre les villes ou encore est prévue la limitation des compteurs à 90 km/h. Cet accident meurtrier a suscité une immense émotion et un ras-le-bol face au laxisme et au manque de sécurité dans les transports. Comment ces annonces vont-elles être appliquées? Reportage d'Eliman Ndao. Boumaraché, la principale gare routière de Dakar. Ici, l'interdiction des voyages nocturnes et les 22 autres mesures annoncées par le gouvernement pour lutter contre les accidents de la route sont accueillies de façon mitigée. Mohamedou s'apprête à faire 10 heures de route pour se rendre à Kolda, au sud du pays. C'est tellement grave. Ce genre d'accident pareil, mais quand même, avec la mesure prise par le gouvernement, je pense qu'on va réduire les accidents pareils. Son de cloche différent chez les transporteurs. Le gouvernement leur exige désormais de démanteler les porte-bagages sur les bus des transports pour lutter contre la surcharge. Une mesure qui n'est pas au goût de Mustapha. Les mesures sont très dures envers les transporteurs. On demande un peu plus de souplesse. On peut limiter le volume des bagages des voyageurs sur les porte-bagages, mais on ne pourra jamais les démanteler. Il aurait fallu plus de concertation avant de prendre des mesures. Nous, les chauffeurs, on n'a pas été consultés. Je doute de l'efficacité des mesures annoncées par le gouvernement. Ce vendredi, le ministre des Transports s'est concerté avec les acteurs du transport interurbain. L'objectif est de trouver des terrains d'entente pour appliquer dans l'urgence les directives du gouvernement. L'application ne va pas être une application aveugle. On est obligé d'adapter nos mesures, de faire passer un peu de pédagogie, un peu plus de compréhension et au fur et à mesure de rectifier le tir. Mais en tout cas, il n'est pas question de reculer sur aucune mesure qui a été annoncé par M. le Premier ministre. Par contre, il y a toujours des dispositions à prendre pour faire accepter ces mesures. Le renouvellement du parc automobile fait partie des mesures les plus attendues par les Sénégalais. La moyenne d'âge des véhicules de transport en commun au Sénégal est d'environ 25 ans, selon des chiffres du ministère des Transports. Marché des matières premières agricoles. En 2022, le cacao et le sucre ont été les grands gagnants en dépit de marchés agricoles agités. Ces deux matières agricoles ont affiché des gains sur les différentes places de cotation. Les prix de l'or brun ont gagné plus de 21% à Londres. À New York, les coûts ont gagné 3% avec une clôture le 30 décembre dernier à $2 600 la tonne. Dans l'ensemble, le cacao s'en sort relativement bien, malgré une demande sous pression en raison des incertitudes économiques. Dans le cas du sucre, les prix ont affiché des gains soutenus par une offre restreinte, alors que la demande est restée robuste. Le sucre brut a gagné 6,1% d'une année sur l'autre, alors que le sucre blanc a gagné 11,5% en 2022. En 2022, le marché du café a surtout souffert de l'incertitude économique et d'une récolte abondante attendue de la part du Brésil qui devait faire gonfler les stocks. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.